il serait à désirer qu'un édifice puisse, à son aspect, entraîner, émouvoir et, pour ainsi dire, élever l'âme du spectateur en le portant à une admiration contemplative dont il ne pourrait lui-même se rendre compte au premier coup d'œil, quoique suffisamment instruit des connaissances profondes de l'art. Quand Jacques-François Blondel évoquait dans ses cours d'architecture ce passage sur le sublime dans l'architecture, il avait comme but d'apprendre à ses étudiants, futurs architectes, comment ils pourraient parvenir à l'atteindre dans leur propre projet. Avec ses enseignements et ses écrits sur l'effet de l'architecture, Blondel avait une influence profonde sur l'enseignement outre-Manche en Angleterre. Ses collègues anglais, comme William Chambers, qui avait étudié chez Blondel, Thomas Sandby ou encore John Soane, en préparant leurs propres conférences pour le Royal Academy of Arts à Londres. Je regarde quand même, je voulais montrer ça. S'appuyait sur les cours et d'autres livres de Blondel. D'abord pour s'interroger sur le spectateur observant l'architecture, puis pour enseigner aux étudiants de concevoir des bâtiments en songeant aux futures expériences architecturales. Mon intervention exposera comment les idées de Blondel se situaient dans un développement de théorie sur l'expérience architecturale dans l'enseignement de l'architecture à Paris et à Londres au XVIIIe siècle. J'exposerai comment les idées étaient formées dans un échange entre architectes français et anglais, en montrant d'abord comment la Royal Academy londonienne était inspirée par l'enseignement de l'art aux académies à Paris et de l'École des Arts de Blondel, et ensuite comment Chambers a pu profiter de l'enseignement de Blondel sur l'expérience de l'architecture in situ, et Sandby et Soane en théorie. Deuxièmement, je vocaliserai sur l'idée de l'expérience dans l'enseignement de Sandby, le premier professeur d'architecture à la Royal Academy, dont les conférences sont restées non publiées mais existent sous forme de manuscrits. Moins connu en France que Chambers, il proposait une méthode de conception architecturale qui s'inspirait des idées à la fois françaises et anglaises. Le dialogue continue dans la troisième partie de mon intervention, où l'on retrouve Blondel qui s'inspirait des idées anglaises sur le pittoresque. En 1768, inspiré par l'École des Arts à Paris, que Blondel avait fondée 25 ans plus tôt, Chambers, Sandby et d'autres architectes et artistes anglais initiaient le Royal Academy of Arts à Londres. À ce moment-là, à Paris, Blondel occupait le poste de professeur d'architecture à l'Académie royale d'architecture. Le Royal Academy, lors de sa fondation, comptait 4 professeurs: peinture, architecture, perspective et anatomie. Il était prévu dans les statuts de l'Académie que le professeur d'architecture devrait donner 6 conférences publiques par an dans le but d'éduquer le goût des étudiants, de les instruire dans les lois et les principes de la composition, de leur montrer les beautés ou les défauts de productions célébrées, à les préparer à l'étude sans préjugés de livres et à l'examen critique de bâtiments. Alors que l'Académie londonienne proposait donc un programme à première vue moins étoffé que celui de Blondel, elle offrait néanmoins aux futurs architectes anglais un lieu où ils pouvaient développer leur créativité, talent et génie, et cela loin des contraintes d'un site spécifique et de clients difficiles du monde réel. En outre, Chambers, l'esprit fondateur de cette Royal Academy, y avait mis en place, suivant l'exemple du Grand Prix de Rome de l'Académie de France, un concours remporté en 1776, par exemple, par Soane, qui permettait aux gagnants d'étudier à Rome. Les professeurs d'architecture insistaient dans leurs conférences beaucoup sur la créativité. John Soane tentait d'ailleurs de la stimuler grâce aux collections exposées dans sa propre maison et grâce aux projets en cours dans son agence. Ces conférences, données entre
1809 et 1837, montrent comment il était encore inspiré par les théories françaises de la période des Lumières. Les cours d'architecture de Blondel faisaient partie des œuvres principales de sa bibliothèque qui traduisait pour préparer ses conférences. Thomas Sandby, son maître et prédécesseur comme professeur d'architecture au Royal Academy, lisait également des œuvres françaises du XVIIe et XVIIIe siècle et les utilisait pour ses conférences. Il était le premier professeur d'architecture au Royal Academy installé au détriment de son collègue William Chambers, architecte du roi George III. Pourtant, quand Sandby était indisponible, on demandait à Chambers de donner des conférences, alors que Chambers n'en a finalement jamais donné. Ses notes et écrits préparatifs de 1770 et 71 nous restent. Ils nous transmettent ses idées sur l'enseignement des futurs architectes. Puisque Chambers, contrairement à Sandby et Soane, avait personnellement été témoin de l'enseignement de Blondel, il ne dépendait pas de ses publications. On pourrait même dire que cette expérience à l'institution de Blondel l'a amené à ouvrir plus tard une école d'art à Londres. Pendant l'automne de 1749, quand l'école des arts de Blondel était ouverte depuis 6 ans, Chambers s'inscrivait au cours, enseigné de 8 heures du matin jusqu'à 9 heures du soir, 6 jours par semaine. Les étudiants discutaient le matin avec Blondel ou d'autres professeurs. L'après-midi, ils apprenaient entre autres la géométrie, la mécanique et la perspective. En outre, on leur enseignait l'histoire de l'architecture, la stéréotomie, l'esquisse et le dessin. Au mois d'avril et de mai, Chambers participait aux excursions bi-hebdomadaires de bâtiments à Paris et au-delà. Élément crucial dans l'enseignement architectural de Blondel à son école, ces excursions apprenaient aux élèves d'examiner d'un œil critique des bâtiments de périodes différentes, dans le but de leur construire une connaissance ou, comme Blondel disait, il faut réfléchir sur l'ordonnance des façades, il en faut parcourir les dedans, repasser dans les dehors, se rappeler le motif qui les a fait élever, envisager de quelle espèce est l'édifice, le genre d'appartement, par qui il doit être habité. En bref, Blondel avait comme but, dans ses propres mots, de fournir à ses élèves une profonde théorie, une très grande pratique, une longue suite d'expériences. Il enseignait aux étudiants le bon goût, parce que, il a dit, le goût réuni aux règles forme le bon architecte. Il faut savoir que l'architecture, c'est précis à part, est un art de goût, de génie et d'invention. En novembre 1750, Chambers quittait Paris pour s'installer pendant 4 ans à Rome, à l'instar de ses amis Charles de Wailly et Marie-Joseph Père. En 1774, l'année de la mort de Blondel, il séjournait de nouveau à Paris. De ces 2 passages à Paris sont restés des dessins. Son album franco-italien date de son premier jour et inclut également des dessins de sa période en Italie. À Paris, il dessinait les bâtiments qu'il visitait avec Blondel. La Porte Saint-Denis, le Val-de-Grâce, le Château de Maison, la colonnade du Louvre, que Blondel appelait un des 4 merveilles de l'architecture française, et plusieurs détails décoratifs d'autres bâtiments, par exemple les intérieurs rococo d'appartements au Palais Royal. Pendant son 2e séjour à Paris, en 1774, Chambers pouvait dessiner les bâtiments nouvellement érigés, comme par exemple l'école de chirurgie ou encore la Monnaie, cette dernière qu'on voit en bas, lui servant d'inspiration pour son projet du Somerset House. Tout au long de sa carrière à Londres, Chambers était resté en contact avec ses amis français et il entretenait une relation amicale spéciale avec Julien David Leroy, comme les publications de Janine Barrier nous avons montré.
Pour Blondel, il était primordial de voir des bâtiments in situ, tant pour mieux les comprendre que pour en faire l'expérience. À cette fin, les étudiants amenés en courte excursion qui organisaient chaque année devaient mesurer et dessiner des monuments français importants. À Paris, il pouvait s'agir du Louvre, des Invalides du Val-de-Grâce ou de la Porte Saint-Denis. Hors Paris, c'était des châteaux comme Saint-Germain-en-Laye ou Versailles, Fontainebleau, Marly et Chantilly. Mais les élèves étaient également amenés à étudier des projets d'échelle plus petite, par exemple les décorations intérieures de la maison de Bellevue de Madame de Pompadour, ou bien d'échelle plus grande, voire urbaine, comme la place Louis XV. Puisqu'ils passaient plusieurs jours sur ces sites, les élèves avaient le temps, au-delà de dessiner et mesurer les bâtiments, d'en faire l'expérience complète en se promenant autour, vers et travers, les observant sous des conditions climatiques changeantes et à des moments différents du jour. Ces excursions incitaient des étudiants à analyser avec un regard et un esprit critique les grands monuments du XVIIe siècle ainsi que des projets récents ou en chantier. Il n'est pas étonnant qu'à la même période se développait à un rythme rapide la critique d'architecture faite par le milieu professionnel et par d'autres observateurs éclairés. Elle était utilisée pour réfléchir au temps passé, aux mérites ou faiblesses d'un bâtiment, ou encore, de manière prospective, pour formuler les besoins de bâtiments contemporains et pour les concevoir selon le bon goût, avec la bonne implantation et distribution. Pour Blondel, seule l'expérience de la bonne, médiocre ou mauvaise architecture permettait aux étudiants de comprendre deux aspects fondamentaux exprimés dans ces cours d'architecture, le fonctionnement d'un bâtiment et la façon dont il devrait être dessiné pour répondre à sa situation spécifique. Dans le premier volume de ses cours, il évoque l'importance de l'expérience de l'art qui amène à démêler par l'examen de quelques-uns de nos édifices, il dit, leur véritable beauté ou les médiocrités dont plusieurs ne sont pas toujours exempts. Dans un chapitre sur l'analyse de l'art, il appelait celle-ci un moyen de parvenir à distinguer la bonne architecture d'avec l'architecture médiocre. Par conséquent, seule l'observation directe et non pas l'étude des représentations des bâtiments dans des gravures ou dessins pouvait donner aux élèves cette capacité de jugement. Chambers, Sandby et Soane étaient d'accord avec l'idée de Blondel que les monuments du XVIIe siècle, comme la Porte Saint-Denis, la colonnade du Louvre ou la chapelle de Versailles, étaient des chefs-d'œuvre avec lesquels la France avait réussi à égaler les anciens. Soane regrettait que l'Angleterre n'avait pas produit des bâtiments publics de cette qualité. Pendant ses conférences, il faisait référence aux bâtiments parisiens et français, également du XVIIIe siècle. Et il en montrait plusieurs grands dessins préparés sur place avec son dessinateur Henry Park en 1819. La contribution importante de Blondel, et reconnue par Soane, était d'être la première à développer le lien entre l'expérience et son utilisation dans la conception d'un projet. Il s'agissait d'une approche en 3 étapes. D'abord, l'expérience d'un bâtiment, suivie d'une théorisation, enfin l'application dans l'acte projeté. Cette approche allait avoir une influence profonde sur la pédagogie à Paris et à Londres, formant des générations d'architectes dessinant des projets avec l'expérience des futurs utilisateurs en tête. La publication de William Chambers, Treatise on Civil Architecture, suit partiellement la méthode de Blondel exposée dans ses cours d'architecture, mais encore plus l'enseignement de ce dernier à l'École des Arts.
Les livres de Chambers étaient admirés par des architectes français et il y avait aussi des architectes français comme Leroy ou Pat qui lui rendaient visite à Londres, entre autres pour étudier avec leurs propres yeux les bâtiments de leurs collègues anglais. En 1776, lors de sa dernière conférence de l'année au Royal Academy, le professeur d'architecture Thomas Sandby déroulait un dessin de 5 mètres qui s'étendait sur plus de la moitié de la salle de conférence. Il montrait son projet de pont nommé Bridge of Magnificence. Johnson, présent en tant qu'élève, se souvenait vivement de ce moment car cela provoquait en lui un frisson de sublime. L'acte théâtral d'étaler ce projet imaginaire, la simple taille du dessin, l'ambition du projet pour la métropole de Londres, tout cela enthousiasmait le public de Sandby. Soane se souvenait plus tard de la forte impression que la vue de cette belle œuvre produisait en moi et en plusieurs jeunes artistes de cette époque. L'illustration des conférences de Sandby, avec des dessins captivants de très grand format, était un dispositif pédagogique nouveau et servait à renforcer visuellement le discours. Ce pont nommé Bridge of Magnificence était censé franchir la Tamise depuis le Somerset House, édifice en construction depuis 1776, d'après les plans de Chambers et qui deviendra le siège du Royal Academy en 1780. Sandby illustrait sa conférence avec 40 autres dessins de ce projet. Le projet utopique était censé montrer à son public la capacité des forces imaginatives de l'architecte de produire une œuvre qui pouvait stimuler et enthousiasmer l'esprit. Les effets de l'architecture sur le spectateur sont un thème majeur et récurrent dans ces conférences. Il devait procurer aux futurs architectes les outils pour composer de la grandeur et de la magnificence. Le Bridge of Magnificence devait conduire les étudiants vers la magnificence. En disant que l'architecture devait communiquer de la grandeur, Sandby suivait les idées de Edmund Burke telles que celui les avait exposées dans son Philosophical Inquiry into the Origin of Ideas of the Sublime and Beautiful. Au même moment que Sandby, Chambers était également l'un des premiers à noter comment l'architecture produisait des sensations sublimes et comment la création de telles impressions fortes devrait devenir un objectif pour le projet architectural. Son célèbre Somerset House appliquait ces principes, une utilisation consciente de lumière et d'ombre, de volume et d'espace, de matériaux et de textures pour agir sur le sens et l'imagination du spectateur. Deprez reconnaissait cette qualité sublime quand il peignait le bâtiment, et d'autres peintres aussi. À l'instar de Blondel, Sandby utilisait ses propres expériences in situ dans son enseignement. En 1774, il s'était embarqué dans un tour à travers une partie de Yorkshire et Derbyshire. Son journal de voyage révèle les différentes étapes dans ses perceptions et réactions à la nature, aux interventions créées par l'homme et aux bâtiments. Les édifices que Sandby avait vus pendant son voyage faisaient une telle impression qu'il apparaissait de nouveau dans ses conférences, tantôt comme exemple positif, tantôt comme exemple négatif. À partir de ce voyage déterminant, Sandby développait sa façon d'approcher le projet architectural. L'importance de la prise en compte de la situation était la première étape de cette méthode de conception architecturale proposée aux étudiants. La deuxième étape en était le dessin de ce qu'il appelait la superstructure, et de la disposition des pièces. La troisième étape comportait le dessin des façades et des ornements. Concernant la situation idéale d'un bâtiment, Sandby trouvait que la campagne offrait des meilleures opportunités pour l'architecte. Il a dit « A house in the country is undoubtedly the proper scene for architecture ». À la lecture de son journal de voyage et de ses conférences,
Cela n'a rien de surprenant puisqu'il s'y focalisait sur le pittoresque en tant que stratégie visuelle. Il choisissait des positions différentes pour appréhender le paysage, la situation d'un bâtiment et ses environs. Il exposait comment ces points de vue changent avec chaque pas, en soulignant les mouvements nécessaires pour percevoir les effets pittoresques. Contrairement au sublime, un concept esthétique dont Burke disait qu'il pouvait être mieux ressenti par des gens non éduqués, le pittoresque était, selon des théoriciens comme Allison ou Knight, un concept qui devrait être compris et utilisé par le connaisseur dont l'éducation historique, artistique ou littéraire lui permettait d'attacher des émotions et des significations à ce qu'il voyait. Sandby se concentrait donc sur les aspects visuels de l'expérience architecturale et sur comment celle-ci était liée au mouvement, produisant une perception avec des effets différents des bâtiments et leur situation. Il instruisait les étudiants, Sohn inclus, de dessiner leurs bâtiments avec une notion intensifiée des effets sur les futurs utilisateurs de la situation, de l'extérieur, de l'intérieur et des ornements. Comme nous avons vu précédemment, Blondel incitait ses élèves à examiner les bâtiments avec leurs propres yeux, sur place. Il préférait les situations rencontrées à Saint-Germain-en-Laye, Meudon, Marly ou Saint-Cloud à celles de Versailles, Trianon inclus, car les premières comportaient plus de variété et de contraste dans la beauté scénique et naturelle. Avec cet accent sur la variété, le contraste et la surprise, Blondel ajoutait en son sujet de prédilection, à savoir la distribution, celui du pittoresque. Pour cela, il était probablement influencé par les Anglais et les publications de Chambers sur l'architecture et les jardins en Chine. En outre, pendant leurs excursions communes en 1749 et 50, Blondel et Chambers avaient également eu l'occasion d'échanger sur les jardins chinois et anglais, sachant que Chambers avait déjà voyagé en Chine et de les comparer avec les jardins français. L'homme du monde éclairé par les arts, livre de Blondel publié en 1774 à titre posthume par son ami Jean-François de Bastide, on sait maintenant, indique que l'architecte était convaincu vers la fin de sa vie de l'importance du pittoresque et du mouvement dans l'expérience architecturale. L'homme du monde était destiné à un public large et convenait à l'idée de Blondel d'éduquer le public. C'était une sorte de critique sur l'architecture contemporaine et les arts, écrit sous forme de correspondance. Dans l'une des lettres publiées dans L'Homme du Monde, Blondel fait écrire son personnage fictif, le comte Salerin, comment la comtesse de Vosges, destinataire de la lettre, devrait se mouvoir à travers les jardins de Marly. Par ailleurs, en faisant ses lecteurs se promener dans les jardins et aussi dans le château, Blondel vise également à illustrer qu'il est important que les deux soient issus de la main d'un même architecte, dans ce cas Jules Hardouin-Mansart, qui avait créé là un ensemble et un accord, il a dit, qu'on ne voit presque jamais. Le conte fictif suggère à la comtesse: parcourez, avant d'entrer dans le château, la terrasse qui l'entoure immédiatement. Placez-vous sur cette terrasse en face du chemin de Saint-Germain-en-Laye. Là, vous apercevrez la plus magnifique esplanade, tout à la fois enfoncée et découverte. Il s'exclame: que ce tableau est frappant, qu'il est vivant, comment il rend sensible l'accord heureux des bienfaits de la nature unis aux beautés de l'art. C'est là que vous jugerez de toute l'étendue du génie de l'ordonnateur. Puis, il dit: ici, tout parle à l'imagination, tout lui rit, tout la promène, sans nuire à la contemplation. On n'est jamais seul. Le spectateur en mouvement continue, parcourez successivement toutes les terrasses qui se présenteront à vous dans ce lieu découvert, en descendant de l'une à l'autre, et lorsque vous en aurez examiné les beautés différentes, placez-vous à l'extrémité de ce jardin charmant,
appuyée sur la balustrade qui couronne le mur. De là, regarder le château amphithéâtralement élevé. Tous les sens sont stimulés dans ces expériences. Il continue. La beauté des formes de chaque objet, l'entretien soigné des charmilles, la fraîcheur qu'on y respire, tout jusqu'aux tables de marbre, leurs bancs de même matière, les consoles qui les soutiennent, sculptées avec un art admirable, tout y est fait pour étonner l'imagination, pour charmer les sens. Blondel, à travers son personnage, évoque la variété et le contraste et comment les formes en sont doucement contrastées. Blondel fait alors ses lecteurs explorer le château et ses jardins en commençant depuis l'extérieur du château, en déambulant à travers les jardins et en appréhendant toutes les beautés des différentes terrasses, des végétaux, des parties d'eau, des fontaines et sculptures, pour retourner se promener de nouveau vers le château, en examinant son extérieur et puis entrer pour explorer ses intérieurs, les différents espaces, la décoration et les ornements, et finalement la lumière qui traverse les pièces. Dans le grand salon en carré, il s'exclame « Vous concevez le reflet de lumière qu'elle procure et combien le salon est éclairé ?» Sur la situation, il écrit « Vous verriez combien leur coup d'œil pittoresque sert à relever la symétrie réfléchie de ces jardins, le bel effet de leurs eaux, la liaison presque magique de l'architecture, de la sculpture et de l'art du jardinage, objets réunis ici par le goût et par le génie. » Pour conclure, je dirais que l'enseignement de Sandby, de Chambers, de Soane et de Blondel est représentatif d'un sujet récurrent dans la théorie d'architecture de la deuxième moitié du XVIIIe siècle en France et en Angleterre, l'expérience de l'architecture. Cette expérience multisensorielle d'un bâtiment in situ comme processus qui se développe dans le temps par un observateur en mouvement apparaît comme thème important dans leurs conférences. On pourrait dire que cette relative simultanéité dans l'intérêt pour ce thème était issue d'un dialogue et d'un échange d'idées stimulant entre des architectes situés de part et d'autre de la Manche. Pendant que les architectes, théoriciens, critiques et amateurs d'art décrivaient leurs expériences dans des textes et dessins, les professeurs d'architecture, en commençant avec Blondel, enseignaient à leurs étudiants de faire de ces expériences des fondamentaux pour leur pensée et leurs projets. Dans ces cours, Blondel développait une méthode en 3 étapes, expérience, théorisation, projet, et ensemble, les 4 professeurs anglais et français provoquaient ainsi une transformation profonde dans la façon dont les bâtiments étaient vécus et conçus avec les expériences humaines tant comme point de départ que comme résultat. Je vous remercie. Merci beaucoup et nous allons continuer notre petit tour européen. Cette fois-ci en parlant de l'Espagne avec donc Adrián Almoguera qui va nous parler donc de l'influence de la théorie architecturale française autour de Jacques-François Blondel en Espagne en partant d'une citation. Donc, Adrián Almoguera a donc une licence d'histoire de l'art à l'Université de Madrid et puis pour son master, il est venu donc en France et a travaillé à l'Université de Paris 4. Il fait sa thèse actuellement sous la direction d'Alexandre Gady et il a obtenu un contrat doctoral qui lui permet de mener des recherches sur l'évolution de l'architecture espagnole pendant la Révolution et le Premier Empire. Et par ailleurs, il s'intéresse beaucoup à tout ce qui concerne l'architecture et l'urbanisme espagnol au XVIIIe siècle. Et son autre champ d'intérêt concerne le transfert culturel entre Madrid et les capitales artistiques européennes, dont Paris, j'imagine bien. Merci Hélène, merci beaucoup Aurélien et tous les organisateurs de cette magnifique journée. Alors oui, nous continuons le voyage de la figure de Jacques-François Blondel en Europe. Cette fois-ci, nous allons en Espagne.
Alors aujourd'hui, nous nous interrogeons sur l'influence, ou plutôt, si j'ose dire, la diffusion de la production théorique et graphique de Jean-François Blondel en France, mais aussi de son rayonnement en Europe. Cette problématique nous fait rentrer dans les domaines de transfert culturel et artistique dans l'Europe de Lumière, un domaine qui dernièrement a fait l'objet de plusieurs études très riches, dont notamment la thèse publiée de Basile Baudet sur le transfert dans le milieu académique et la collection dirigée par Daniel Rabro et Letizia Tedeschi sur le transfert européen entre la France et l'Italie, un peu dans la période du Premier Empire. Alors, dans ce contexte, l'Espagne est un cas très particulier qui, à la lumière de dernières recherches, fait écho de manière assez intéressante avec d'autres contextes contemporains, comme la Russie de Catherine, par exemple. Ce qui nous invite à nous interroger sur le rôle joué par Jean-François Blondel dans le premier pas de nouvelles académies européennes ouvertes dans les années 1750. Alors, pour insister sur cette question, cette comparaison entre la Russie et l'Espagne de Lumière, comparaison qui mériterait par ailleurs d'être approfondie dans l'avenir, je voudrais rappeler que le XVIIIe siècle, c'est le temps de l'ouverture européenne de la culture artistique espagnole, en temps de changement dynastique, la fin des Habsbourg et l'arrivée des Bourbons français, et un temps qui aboutit à la création d'institutions culturelles, comme l'Académie, à la réforme de l'administration et au développement d'un sens artistique national qui placera dans l'architecture tous ses espoirs. Nous sommes dans les années 1750 et la typologie d'académie d'art, une académie qui est dans l'idéal romain, englobe les trois arts réunis, est en train de chercher sa propre forme architecturale. Alors, en 1754, l'Académie royale d'architecture donne pour la première fois un sujet lié à un édifice académique. Et 2 ans plus tard à Madrid, en 1756, on demande aux concurrents de concours d'architecture de la première classe un édifice pour une académie des trois arts nobles, dont vous voyez le vainqueur sur l'écran. Encore 2 ans plus tard, en 1758, nous avons que Jean-François Blondel, qui venait de rentrer à l'Académie royale d'architecture en 1755 et qui était en pleine publication de son architecture françoise, présente sa célèbre Académie impériale des beaux-arts pour Moscou. En renforçant, comme on voit déjà dans les projets espagnols de 1956, cette idée apparemment généralisée dans les grands centres de création européens de l'époque, d'une académie sous la forme d'un palais digne de la grandeur versaillaise, pour reprendre le terme de Basile Baudet, et bâtiment qui était censé séduire un client qui cherche, malgré tout, d'établir des liens entre la culture artistique naissante de tous ces pays, comme l'Espagne et la Russie, tous ces pays dits périphériques, et les prestiges de grandes puissances artistiques européennes, telles que la France ou l'Italie. Alors, cette introduction, où nous trouvons un Italien qui remporte à Madrid un premier prix d'architecture avec une académie monumentale, comme celle qu'un Français, en l'occurrence Blondel, envoie en Russie, nous mène directement à la question, qui est tout à fait passionnante, de l'étude de la circulation d'idées dans cette culture architecturale de plus en plus partagée, qui marquera la seconde moitié du XVIIIe siècle en Europe. Dans le cadre de cette journée d'études, on s'interroge au cas particulier de Jean-François Blondel, en tant que personnalité clé pour le développement d'une nouvelle manière de penser, d'enseigner et de concevoir l'architecture qui a quand même marqué, sans qu'on le soupçonne beaucoup, les premières décennies de l'Académie madrilène. Cette institution, je le rappelle, est née dans un vaste projet politique de régénération des arts nationaux à travers une ouverture vers l'international. On sait bien, déjà Claude Bédat le souligne, le remarque dans sa thèse de 1916, que les statuts de l'Académie royale d'architecture de Paris ont été fondamentaux lors de la conception des statuts madrilènes du 1957. Ce regard vers la France, qui est un regard toujours bidirectionnel, on regarde beaucoup vers l'Italie au XVIIIe siècle, évolue tout au long du siècle en créant une voie de transfert entre ces pays dont on connaît relativement assez peu en fonction de la richesse globale des échanges. L'importance de la France dans le développement d'une culture architecturale nationale pour l'Espagne de la fin de Lumière est un sujet de thèse en soi. Moi, je m'intéresse particulièrement et surtout à 3 facteurs qui peuvent être appliqués à l'étude du rayonnement des théories de Blondel dans ces pays. Tout d'abord, il faut s'épancher sur le profil des architectes de l'Académie madrilène qui ont une formation française ou très francophile. Ceux qui ont été éduqués en France, surtout à Paris et à Toulouse, comme Benito Valls, dont on en parlera plus tard, et ceux qui se sont toujours montrés proches des nouveautés d'autres Pyrénées, comme c'est le cas de Diego de Villanueva. Ce dernier, maître du célèbre Juan de Villanueva, le grand architecte de la fin de Lumière en Espagne,
se concentre dans les années 1760 sur la publication d'une méthode d'enseignement sur la base, je cite, « des réflexions sur l'utilité de l'étude des parties des édifices inspirées des discours de M. Blondel », probable référence aux leçons données par les maîtres français dans son école parisienne. On est sûr, les archives le prouvent, que dès les premiers temps de l'Académie de Madrid, on disposait d'une relation, d'un abrégé, du fonctionnement de l'école des arts de Blondel, qui sert comme modèle à Madrid. Si la publication de Villanueva échoue, ce travail donne quand même lieu à une autre publication partielle intitulée « Traité sur le décor et la beauté des constructions » de 1768. Diego de Villanueva est l'un des premiers à avoir introduit à Madrid de nouveautés rationalistes françaises et italiennes. Traducteur de nombreux textes, dont une édition de Vignola en 1762, il est également l'auteur d'un texte clé intitulé « Papier critique d'architecture », publié à Valence en 1767, où il fait écho à énormément de théories nouvelles pour l'Espagne, dont celle de Jean-François Blondel. Dans cette publication novatrice, très remarquée dans le contexte espagnol de l'époque, Villanueva parle du caractère de l'architecture en réalisant un classement typologique des bâtiments. Il critique le décor rocaille dans les intérieurs et souligne l'importance du traitement des façades des bons goûts pour l'architecture publique moderne. Très probablement, à l'image de la réforme des prix d'émulation établie à Paris en 1763 par Blondel, l'Assemblée de l'Académie madrilène, présidée par Diego de Villanueva, instaure un an plus tard, en 1764, à Madrid, des aides mensuelles destinées aux jeunes architectes. Dans cette décennie, Villanueva publie également ses principales critiques contre le décor baroque qui caractérise alors les grandes demeures madrilènes de l'époque, en parlant du caractère individuel des édifices et du rapport qu'ils doivent respecter entre la convenance et leur fonction principale. Ainsi que l'on verra plus tard, tous ces concepts fondamentaux sont aussi diffusés par Blondel à travers ses articles encyclopédiques. Villanueva publie également dans ses papiers critiques de 1767 tout un chapitre intitulé « Sur la convenance des édifices ». Et 2 ans plus tard, la Société basque des Amis des Pays, qui est une institution clé pour l'arrivée des textes français dans l'Espagne de Lumière, publie un petit traité intitulé « Sur la commodité des maisons ». Texte qui sert encore une fois à amener en Espagne les thèses les plus novatrices du discours blondelien. La forme, la proportion, le caractère, la commodité, la correcte distribution, le refus aux excès ornementaux sur les façades, tous ces concepts qui gravitent en France autour des écrits énormément diffusés des Blondel se retrouvent de manière assez récurrente chez les professeurs espagnols qui ont une formation plus internationale et qui souvent sont nés entre 1715 et 1726. José Forti de Sanz, Diego de Villanueva, Benito Valls, Pedro Arnal, le grand Ventura Rodríguez, dont on inaugure bientôt une grande exposition monographique à Madrid. Toutes ces idées se retrouvent également dans les processus de construction d'une nouvelle manière de penser l'architecture qui condamnait ces délires capricieux de l'architecture rocaille précédente. Elle contribue également à créer un style classique, c'est-à-dire légitime et intemporel, caractérisé d'un bon goût historiciste, esthétiquement valable pour matérialiser la réforme de la culture espagnole de la fin des Lumières. Comme on le voit sur les projets de Diego de Villanueva pour la réforme de la façade du Palacio de Goyeneche, le siège de l'Académie des Beaux-Arts madrilène, l'architecte s'est inspiré de ces idéaux de réforme pour appliquer sur la façade de l'édifice une dépuration ornementale qui fonctionne comme un manifeste public en accord avec son idée d'un enseignement de l'architecture qui fait que, je cite, « le principe essentiel ne soit pas les ornements, mais la sage distribution des parties d'un édifice en rapport à sa qualité et à sa destination finale ». De toute évidence, dans les projets de Villanueva, les idées blondeliennes sur le caractère et l'individualité typologique de chaque édifice sont présentes. Par ailleurs, toujours dans le cadre des multiples débats tenus à l'Académie, l'esprit de l'architecture françoise de Blondel, ouvrage défini par Daniel Ravreau comme une sorte de conservatoire de l'architecture française, fait également partie des sources théoriques qui se trouvent à l'origine de la recherche nationale d'un classicisme propre et autochtone. Un classicisme qui, en créant un discours sur la grandeur architecturale autochtone comme source d'inspiration pour la bonne architecture moderne, fait de Juan de Herrera le Perrault espagnol, le paladin du bon goût national et les modèles pour la nouvelle génération d'architectes de ces pays. Alors, les années 1760-1770 sont une période d'effervescence pour les échanges internationaux en matière de théorie architecturale.
surtout grâce à l'essor de l'imprimerie et du marché éditorial de Lumière et à l'accélération des communications entre les différents pays. Ces facteurs permettent une meilleure connexion entre les spécialistes et une plus grande diffusion des principaux textes théoriques de la période. Dans ces contextes, l'un des premiers objectifs de l'Académie des Beaux-Arts de Madrid est de constituer une politique d'achat et de traduction systématique des traités et d'ouvrages étrangers, surtout français et italiens. Malgré la confusion très récurrente chez les historiens de l'architecture espagnole entre François et Jacques-François Blondel, nous avons, grâce à l'inventaire de 1793 de l'Académie de Madrid, qu'à cette époque, l'Académie madrilène possédait l'édition de la distribution des maisons de plaisance et de la décoration des édifices en général, avec 160 planches, ainsi que le cours d'architecture continué par M. Pat, en 9 volumes, dont 3 consacrés aux planches. La question des planches, des gravures, est fondamentale pour ce qui concerne la circulation des modèles architecturaux à l'époque, des modèles à recopier par les architectes étrangers. À cette époque, on trouve également les principaux ouvrages des Pat, de Loger et d'autres grands théoriciens français de la période, dont les idées résonnent beaucoup dans l'Académie madrilène. Ainsi, en 1763, le père Joaquín Benavente, jésuite et mathématicien madrilène, traduit à l'espagnol les éléments d'architecture civile de Christian Rieger, un ouvrage fondamental pour la diffusion en Espagne de modèles architecturaux comme ceux de Fischer von Erlach, et qui contient un ensemble de propositions théoriques proches des idées de Blondel qui s'opposent à l'architecture baroque. Dans l'édition espagnole de ces textes à caractère éducatif, les traducteurs ajoutent une annexe avec la liste des principaux théoriciens européens accompagnée des gravures tirées de leurs ouvrages. Dans une sorte d'ensemble des modèles architecturaux incontournables pour l'architecte académicien des années 1760. Dans ce top 10 architectural, Benavente cite la distribution des maisons de plaisance et le discours sur la nécessité de l'étude de l'architecture publié par Blondel en 1954, et duquel le traducteur pense qu'il, je cite, donne une idée précise et concise de toute l'architecture. N'oublions pas qu'en 1753, le célèbre Ventura Rodríguez rentre à l'Académie de Madrid, à peine inaugurée, un manifeste assez blondelien où il fait une apologie de l'étude de l'architecture qui commence par une question très subjective. Je cite, « Et si un jour on se levait sans architecture, que ferait-on » Rappelons à ce sujet que les discours de ce type prononcés par Blondel dans son école des arts sont imprimés et publiés dans les revues comme le Mercure de France dès 1747. Donc il y a tout à fait des possibilités que ces discours arrivent en Espagne et influencent ces discours académiques à Madrid. Alors, la question de la diffusion de la théorie architecturale française de cette époque en Espagne passe également par la publication d'articles spécialisés dans la presse madrilène. Déjà, Carlos Ambricio a retracé dans ses études pionnières la traduction à l'espagnol de nombreux articles critiques publiés dans les Mercure de France. Par ailleurs, plusieurs spécialistes ont également souligné l'impact théorique de l'encyclopédie chez les artistes espagnols. Les nombreux articles écrits par Blondel à partir de 1751 ont un accueil important parmi les lecteurs spécialisés, et notamment les architectes de la période. Nous avons que des exemplaires de l'encyclopédie circulaient dans le journal botanique, dans l'Académie des Beaux-Arts, parmi les bibliothèques des premiers architectes du roi d'Espagne. Donc il y a vraiment un impact de cet ouvrage dans l'esprit artistique de l'Espagne de cette époque. N'oublions pas que le tout-puissant ministre Campomanes, ministre des Finances de Charles III, et grand réformateur éclairé et amateur de la culture française, fait traduire et distribuer rapidement une sélection d'articles fondamentaux de l'encyclopédie parmi les principales institutions culturelles du pays, y compris l'Académie des Beaux-Arts. Par ailleurs, en 1769, l'Assemblée des commerces de Barcelone, institution qui se trouve à l'origine de l'Académie des Beaux-Arts de la Catalogne, achète les 17 volumes de l'encyclopédie avant d'encourager l'ouverture en 1775 d'une école gratuite de dessin sur le modèle de son homologue parisienne inaugurée en 1767. J'insiste, l'importance de nouveaux concepts et modèles répandus par les textes théoriques comme l'encyclopédie chez les artistes espagnols a une dimension sociopolitique qui a été tout de suite remarquée par les groupes les plus réactionnaires. Ainsi, l'évêque de Ceuta le remarquait en 1816 quand il affirmait que, je cite, « Dès le milieu du XVIIIe siècle, une multitude de mauvaises doctrines commence à submerger l'Espagne. Comme les nuages, elles venaient des Pyrénées et obscurcissaient nos horizons religieux et politiques. Une infinité de livres français s'introduisaient parmi nous, altérant la santé publique. »
Ces témoignages rentrent en conflit avec les idéaux éclairés de la période qui défendaient à tout coup l'arrivée et la traduction de ces textes français, y compris les textes théoriques de Jean-François Blondel et des autres grands architectes européens de la période. Par exemple, en 1777, Antonio Ponce, académicien, critique et homme d'extrême influence pour la culture artistique de cette époque en Espagne, disait, je cite, « Les meilleurs demandaient la traduction en Espagne des ouvrages étrangers en disant que le meilleur qu'il fallait publier, le meilleur qui soit publié en langue étrangère, et notamment en italien et en français, ce qui mériterait un éloge universel et ce qui aiderait énormément à notre nation. » Alors, nous voyons que l'importation de la traduction des textes français en Espagne se révèle être, en ce qui concerne l'architecture, un sujet d'importance nationale. Okay. Alors, Blondel est présent. Blondel est présent partout dans les grands architectes de la période. Ses ouvrages se trouvent dans la bibliothèque académique. Ces ouvrages se trouvent évidemment dans les peu de grandes bibliothèques d'architectes qu'on ait conservées en Espagne, y compris celle de Francesco de Sabatini, premier architecte de Charles III jusqu'à 1797. Donc c'est vraiment un architecte auquel on va regarder beaucoup dans la seconde moitié du XVIIIe siècle dans ces pays. Et nous voyons que parfois, les architectes espagnols font des reprises directes de ces modèles qui circulaient de Blondel en Espagne. Nous avons par exemple cet exemple de Ventura Rodríguez pour le théâtre d'anatomie de Barcelone qui reprend un modèle direct dans des gravures diffusées dans les ouvrages publiés par Blondel. Par ailleurs, nous voyons que Ventura Rodríguez, qui est aussi le deuxième plus grand architecte de la deuxième moitié du siècle en Espagne, s'en sert, sans que les spécialistes des architectes l'aient trop soupçonné, des modèles blondeliens pour plusieurs projets, en s'inspirant surtout de la spécificité qui avait fait la renommée de Blondel en Europe, la distribution antérieure de la grande architecture aristocratique à la française, cette fois-ci traduite à l'espagnol pour le palais du duc d'Alba Madrid. L'un des premiers est très rare, cas d'implantation du modèle d'hôtel particulier français dans l'architecture privée de l'aristocratie de Lumière à Madrid. Alors, la comparaison des gravures de Blondel avec les projets de Ventura Rodríguez et de Sabatini nous fait rentrer dans le troisième et dernier axe de mon analyse, sur les transferts de la pensée architecturale franco-espagnole de cette période. Alors, je voudrais m'intéresser surtout à la circulation de ces images, de ces modèles graphiques et architecturaux entre les deux pays. Moi, dans mes recherches, je fais une étude comparative entre la France, l'Espagne et l'Italie. Cette fois-ci, à partir de cas de Blondel, je veux m'interroger à la circulation de ces modèles graphiques entre Paris et Madrid dans le développement d'une méthode d'apprentissage de l'architecture dans l'académie. Pour conclure mon intervention sur cette question de la reprise des modèles graphiques français en Espagne, je voudrais parler du cas précis de Benito Valls, un architecte fondamental, un architecte de formation toulousaine, un architecte qui remonte à Paris en 1755 à l'âge de 25 ans, qui rentre dans le cercle diplomatique espagnol à Paris et qui rencontre peut-être, qui sait, Jean-François Blondel lui-même à l'époque. Cet architecte publie de nombreux ouvrages théoriques, on ne va pas s'arrêter sur toute sa production théorique, mais ce qui est important, c'est qu'en 1796, il publie un abrégé théorique intitulé « Architectura civil », architecture civile. Ce texte était censé combler l'énorme vide d'une méthodologie architecturale précise que l'Académie madrilène avait depuis son ouverture en 1752. Et cet ouvrage réunit sous la forme d'un espèce de traité d'architecture civile toutes les principales théories architecturales de la fin du XVIIIe siècle. Nous avons Blondel, comme nous avons Francesco Melizia, comme nous avons Pat et Lauger. C'est vraiment un ABC de la grande architecture censé éduquer les architectes espagnols. Ce qui est intéressant, c'est que dans cet abrégé, le cours d'architecture publié par Blondel et Pat entre 1971 et 1977 est repris en permanence, en reproduisant mot pour mot et trait pour trait les textes et les gravures originales. Il est cependant intéressant de se concentrer sur l'usage que fait l'académicien espagnol du texte de Blondel, en l'adaptant de manière sélective aux intérêts de l'architecture nationale à travers l'omission explicite de certains articles qui n'ont guère d'importance pour l'architecture de ces pays, dont les cariatides, par exemple. On ne retrouve jamais des cariatides dans l'architecture espagnole, donc on ne traduit pas cet article sur les cariatides. Donc c'est vraiment une adaptation sélective de ces grandes théories de Blondel. Et cette copie de Blondel
Vous voyez ici une comparaison avec le texte, c'est vraiment du plagiat. Ça dépasse les limites de la copie, mais pour arriver au plagiat. La copie de Blondel fait également abstraction des parties les plus polémiques ou théoriquement denses, car ce qui Benito Valls voulait absolument, c'est juste rassembler une série de définitions, des concepts et d'idées, des références pour créer un corpus pratique destiné aux élèves de l'académie. De même, il ne reproduit pas ni les élévations ni les sections des planches de Blondel, juste le plan, en donnant, comme on voit ici, une grande importance à l'art de la composition et de la distribution architecturale de ces exemples. Vous voyez la planche de Blondel et la planche de Benito Valls, sans le nom de Blondel reproduit dans le traité espagnol. Curieusement, je vais finir là-dessus, il n'hésite pas à reproduire le modèle blondelien d'église cathédrale dans un livre intitulé « De l'architecture civile ». Un modèle qui d'après Blondel, n'était qu'un, je cite, « moyen d'indiquer à nos élèves la route qu'ils doivent suivre lorsqu'il s'agit d'entamer un projet de cette importance. » Étant sa cathédrale, une proposition dans une optique nationaliste française sur la base de références au modèle de Mansart et de Le Mercier. Et que Benito Valls semble proposer comme exemple pour la réforme de l'architecture religieuse espagnole entamée par Charles III à travers l'Académie madrilène. Donc c'est vraiment une reprise de modèle blondelien très pratique. On a un souci pour la réforme de l'architecture religieuse espagnole, donc on copie littéralement la proposition de Blondel pour l'offrir dans un pays étranger. Non ? C'est une approche assez étrange, qui n'a pas du tout marché, mais qui est quand même intéressante d'un point de vue de la circulation, de la traduction de Blondel à l'étranger. En conclusion, Jacques-François Blondel est une figure clé pour comprendre le développement d'une culture académique dans les pays dits périphériques, comme l'Espagne et le siècle de Lumière. Ces traités, riches en modèles graphiques, ont certainement aidé à l'instauration et à l'officialisation d'un sens du classicisme architectural dans les institutions censées instaurer un style national à cette époque. Emblème d'une culture académique partagée, la figure de Blondel s'inscrit aux origines d'un phénomène de transfert en matière artistique entre la France et l'Espagne, à un moment où les échanges internationaux autour de la culture artistique classiciste ont constitué la base d'une Europe architecturale globale qui se développera tout au long du XIXe siècle. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc nous allons continuer. Oui. Notre petit tour. Alors là, on sort de l'Europe, on va outre-Atlantique, puisque Marc Grignon va nous présenter un précédé d'architecture de l'abbé Jérôme Demers et le prolongement de l'enseignement de Blondel au Canada au XIXe siècle. Donc, non seulement nous changeons de continent, mais en plus on change de siècle. Alors, Marc Grignon, qui a préparé cette communication avec Pierre-Édouard Latouche, est donc professeur d'histoire de l'art à l'Université Laval depuis 1991 et il est membre du Centre interuniversitaire d'études sur les lettres, les arts et les traditions. Ses recherches portent sur l'architecture du régime français au Canada, sur la théorie architecturale et l'architecture du XIXe siècle au Canada et en France. Et il est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Loin du soleil », Architectural Practice in Quebec City during the French Regime, qui est paru en 1997, et de différents articles dans les grandes revues anglo-saxonnes ou canadiennes notamment. Merci de cette présentation. Donc oui, c'est une communication qui a été préparée conjointement par Pierre-Édouard Latouche de l'UQAM et moi-même. Alors je remercie les organisateurs de ce colloque et je remercie la Cité de l'Architecture. Il me fait très plaisir d'être ici aujourd'hui pour parler d'un prolongement du cours d'architecture de Blondel au Canada au début du 19e siècle. Mais avant de commencer, voici les principaux noms que je vais mentionner. Aujourd'hui, des noms familiers pour les historiens d'art canadiens, mais qu'il est peut-être utile de mettre à l'écran avant de commencer. Le premier, donc Jérôme Demers, l'auteur du précis d'architecture dont je vais parler. Ensuite, François Baillarger, le plus âgé, né à Québec en 1759, qui est le père du suivant, Thomas Baillarger, né en 1791. Donc, au moins 3 copies du cours d'architecture civile de Jacques-François Blondel circulent au Canada au début du 19e siècle. L'une appartenait à William Birksey,
peintre allemand immigré. Une autre à François Baillarger, qui fut à la fois sculpteur, architecte et peintre. Enfin, la troisième appartenait à l'abbé Jérôme de Mers, professeur de philosophie et de sciences au Petit Séminaire de Québec à partir de 1800. Des trois, c'est l'abbé de Mers, dont le nom est le plus étroitement associé au texte de Blondel, puisqu'il en tire l'essentiel de la matière du cours d'architecture qu'il enseigne dans cette institution à partir de 1828. Bien qu'à cette date, l'usage se perdait ailleurs, les professeurs du Séminaire de Québec avaient maintenu celui de rédiger leur cours complet et de le dicter aux élèves. De Mers poursuivra cette pratique et compose son cours sous la forme d'un cahier manuscrit qu'il intitule « Précis d'architecture pour servir de suite au traité élémentaire de physique à l'usage du Séminaire de Québec ». Le manuscrit original comporte 20 chapitres regroupant 414 articles. Un volume séparé de 15 planches, certaines comprenant jusqu'à 10 figures dessinées par l'architecte Thomas Baillarger, illustre le texte. Donc voici par exemple la planche 1, figure 5, montrant l'ordre composite. En outre, à la demande de Mers, Thomas Baillarger réalisa en 1830 de grandes maquettes en bois des 5 ordres pour accompagner les démonstrations en classe. Ces maquettes de 1830 sont disparues, mais nous en connaissons un second ensemble réalisé pour le séminaire de Nicolette en 1833-34 par Louis-Thomas Berlinguet. Premier enseignement d'architecture professé au Canada, le précis a fait l'objet de quelques études approfondies. Les plus anciennes se sont intéressées aux sources de Mers, nommément à ses emprunts au cours d'architecture de Blondel, à ses articles pour l'encyclopédie, mais aussi au Vignol d'Augustin Charles de Villers. Cette confrontation a révélé que l'originalité du précis, si l'on peut parler ainsi, tient plus à la sélection opérée par son auteur qu'à la formulation d'idées nouvelles. Comparé au cours de Blondel, dont l'ambition est totalisante, embrassant autant la construction, les 5 ordres, la distribution, la décoration et l'art des jardins, force est d'admettre que le précis de Mers donne à l'architecture une portée beaucoup plus restreinte. Le prêtre canadien limite celle-ci à l'emploi des 5 ordres, au respect de leurs proportions et à l'usage raisonné des éléments architecturaux complétant le système, les balustrades, les niches, le fronton, les arcs doubleaux, les amortissements, une matière qu'il puise des 3 premiers volumes de texte du cours d'architecture civile à l'exclusion des autres laissés en plan. En réalité, la portée du précis est encore plus restreinte. Son contenu sera portant uniquement au décor intérieur des églises. Cette limitation, sans être formulée explicitement, se devine du fait que De Mers, comme Blondel, renvoie toujours le lecteur à des monuments précis, érigés en exemple à suivre ou contre-exemple à éviter. Or, il s'agit toujours de décors intérieurs d'églises, souvent l'aménagement du chœur ou l'ornementation des voûtes. Cette double réduction opérée par De Mers n'est toutefois pas sans qualité. L'ordre des idées y est plus logique que chez Blondel, dont le texte désorganisé peut désorienter le lecteur. De Mers l'emporte aussi sur le modèle en ce qu'il simplifie toujours le texte source, éliminant de nombreuses périphrases. En homme de science, l'abbé garde uniquement ce qui est nécessaire à la compréhension des notions transmises. On trouve par exemple chez Blondel ce passage sur les arcades toscanes, je cite, « En général, les portes et les croisées toscanes doivent avoir moins de hauteur que les corinthiennes, contre le pignon de Vitruve et celle de Vignol, son commentateur. Pour cet effet, nous pensons que les premières ne doivent avoir en hauteur que 2 fois leur largeur. » Fin de citation. La réécriture par De Mers se lit plus aisément, je cite, « Selon les architectes modernes, les arcades toscanes doivent avoir en hauteur le double de leur largeur. » Les études les plus récentes ont délaissé la question des sources pour s'intéresser aux motivations ayant amené De Mers à adapter Blondel au contexte québécois. Elles y ont vu une volonté de réponse aux menaces diffuses qui confrontaient l'Église à cette époque, notamment l'insubordination croissante des paroissiens aux autorités diocésaines, manifeste lorsque venait le temps de construire une église. Sans être inédit, ces cas d'insubordination se systématisent dans la foulée des mesures prises à la fin du XVIIIe siècle par le nouveau pouvoir britannique au Canada. Suspicieuse à l'idée que le clergé catholique puisse contraindre les sujets d'un monarque protestant
à financer l'entretien des églises, les autorités coloniales exigent des curés canadiens, à partir de 1791, la tenue d'assemblées paroissiales préalables à tout projet de construction ou de reconstruction d'église. Inévitablement, la multiplication de ces assemblées donna lieu à la formation de partis et de cliques qui, sans être représentatives de l'ensemble des paroissiens, par esprit d'obstruction, en venaient à torpiller toute entreprise. Le diocèse de Québec vint progressivement à bout de ces résistances par l'imposition d'un plan d'église type qui s'impose dans la moitié des chantiers ouverts dans le premier tiers du 19e siècle. Sur 53 églises construites ou reconstruites entre 1800 et 1827, 25 se conforment à ce plan type. En 1830, Monseigneur Sinaï évoquera d'ailleurs en quoi ce plan était utile, je cite, « pour éviter les chicanes ». Aucune standardisation de ce genre ne régissait toutefois les décors intérieurs. Certes, leur commande ne dépendait pas des assemblées de paroisse et n'était donc pas sujette aux mêmes résistances qui pouvaient s'y former, mais elle dépendait des marguilliers qui n'hésitaient pas à prendre le contrôle de l'opération sans se soucier de suivre un plan d'ensemble ou d'harmoniser les nouveaux ajouts aux anciens. Aux yeux du clergé, l'effet bric-à-brac, stylistiquement hétéroclite de nombreuses églises de l'époque, traduisait visuellement dans l'enceinte même des lieux de culte une érosion de la sphère religieuse par les laïcs. Dans cette optique, on comprend mieux l'objectif spécifique poursuivi par Demers dans son enseignement. Celui-ci ne visait pas tant à former des vicaires architectes, mais bien à transmettre à une génération de curés les principes fondamentaux de l'architecture classique. Doté de ces connaissances de base, le clergé pouvait intervenir avec autorité auprès des marguilliers lors de la décoration des églises et assurer la création de décors intérieurs harmonieux. Sur l'urgence de la chose, l'avant-dernier article du précis est on ne peut plus éloquent. Je cite, « On pourrait prouver ce qu'on avance ici par un très grand nombre d'exemples où des curés de très grand talent et d'un goût exquis ont été contraints, pour conserver la paix dans leur paroisse, d'abandonner les projets les plus judicieusement concertés avec d'autres artistes et d'accepter les plans de décoration dont ils connaissaient parfaitement les défauts. » Fin de citation. Toutes les études sur le précis, qu'elles aient porté sur ses sources ou ses finalités, ont souligné l'ubiquité d'un acteur dans l'histoire de ce texte, soit l'architecte Thomas Baillarger. Auteur des planches illustrant le cahier original et des maquettes l'accompagnant, Baillarger réalisa, soit en association avec son père François, soit seul, plusieurs décors d'architecture érigés en modèle à suivre dans le précis, notamment celui de l'église Saint-Joachim, commencé en 1816. Sa collaboration avec Demers dépasse toutefois la seule entreprise du précis d'architecture. Les Baillarger conçoivent aussi la chapelle des Congréganistes, complétée en 1825, et les plans du séminaire de Nicolet, inauguré en 1826. Nommé grand vicaire du diocèse de Québec en 1825, Demers désignera Baillarger comme architecte diocésain. Selon une tradition familiale, ce serait Thomas qui aurait eu l'initiative, je cite, de l'introduction de l'étude de l'architecture dans nos grandes maisons d'éducation. Fin de citation. Cette idée voulant que Demers ait complété un projet initié par son plus proche collaborateur n'a cependant pas été considérée sérieusement, et pour des raisons apparemment bonnes. Le fait que Demers avait déjà à son actif la rédaction de plusieurs cours, dont ceux de philosophie et de physique, et qu'il avait l'avantage de l'autorité et de l'âge sur Baillarger, de 17 ans son cadet, explique pourquoi on lui a facilement prêté l'entière genèse et paternité du contenu. Mais est-ce bien le cas? Après tout, si le précis est largement calqué sur Blondel, tout en faisant référence à des décors d'architecture réalisés par les Baillarger, ne serait-il pas logique de penser que les Baillarger avaient lu Blondel avant Demers et que ce soit eux qui aient converti ce dernier au classicisme à la française plutôt que l'inverse? À cet égard, un document décisif pouvant étayer cette thèse a jusqu'ici été largement ignoré. Il s'agit d'un important cahier de notes rédigé par Thomas Baillarger en 1821 et conservé aujourd'hui aux archives de l'Université Laval. La lecture attentive de ce cahier démontre que, plusieurs années avant Demers, Baillarger avait entrepris, pour ses propres besoins,
la rédaction d'une synthèse d'extraits de Blondel dont le contenu anticipe exactement celui qui apparaîtra dans le précis 7 ans plus tard. L'album en question est composé de 40 feuillets rassemblés dans une reliure cartonnée. Sur le plat supérieur apparaît l'inscription à l'encre « Note prise dans Blondel » avec la date 1821 et signée TB pour Thomas Baillarger. En deuxième de couverture, l'architecte a composé une page frontispice évoquant celle de l'édition imprimée. Cours d'architecture ou traité de la décoration, distribution, construction des bâtiments par J.F. Blondel, l'architecte, à Paris, 1771. Baillarger y signe à nouveau son nom, mais comme s'il s'agissait d'un ex-libris, parachevant l'imitation. Les pages ne sont pas numérotées, l'album ne contient pas de division formelle. Il est néanmoins possible d'identifier 3 sections principales, chacune occupant à peu près le tiers du cahier. Seules la première et troisième section seront discutées ici, car la deuxième, composée d'esquisses et de nombreuses pages blanches, est de toute évidence plus tardive et n'offre que peu d'intérêt pour notre propos. La première section est composée d'extraits pris exclusivement dans les volumes 2 et 3 du cours d'architecture. Baillarger a reproduit les planches de Blondel détaillant le dorique, l'ionique, le corinthien, le composite, la superposition des ordres au château de Maison, tiré du volume 3, et les mesures du péristyle du Louvre. Ces figures sont accompagnées de nombreuses annotations. Il a également transcrit en les abrégeant des passages de Blondel sur les rapports des ordres les uns sur les autres et des extraits du chapitre 8 sur les édifices sacrés. Au bas du feuillet 9, c'est le dernier à droite, Baillarger conclut cette partie par une note indiquant qu'il s'agit de la fin des notes prises du deuxième volume. La suite est extraite du volume 3. Elle commence par les passages de la liste des licences et des abus et des règles pour appliquer des pilastres au bâtiment. Les 14 feuillets suivants reprennent les pages 180 à 250 du chapitre 5 sur la perfection de l'art, en suivant la séquence thématique de Blondel, proportion des niches, proportion des statues, balustrades, frontons, des amortissements, des attiques, des soubassements, des pilastres. C'est ce premier tiers du cahier qui annonce de plus près la table des matières qu'adoptera Demers en 1828, nonobstant d'inévitables différences entre les deux textes. Ainsi, Demers est plus détaillé et plus appliqué dans sa réécriture de Blondel, alors que Baillarger a écrit un condensé truffé d'abréviations du texte original. De plus, le précis retient du premier volume la méthode de tracer la conchoïde, plusieurs passages de l'abrégé de l'histoire de l'architecture et une description de l'ordre toscan, alors que Baillarger ne semble pas avoir ouvert ce tome. Mais pour le reste, tout y est déjà. La troisième section révèle plus nettement les finalités du cahier de notes. Comme tout artiste en début de carrière, Thomas, qui a 22 ans à l'époque, y a réuni un répertoire de formes, de règles et de trucs du métier utiles, peu importe les projets. Il y va même d'un ensemble de recettes pour fabriquer du stuc imitant le marbre, qu'il prend dans les publications de Balthazar Georges Sage et d'un certain Mr. Pennance de Londres. Mais ce sont les 7 feuillets suivants, les 7 feuillets portant sur les divisions des ouvertures et la taille du vitrage, en voici 2, qui retiennent notre attention puisqu'il s'agit d'un contenu inédit qu'on ne retrouve pas chez Blondel. Baillarger semble bel et bien en être l'auteur du fait que les données sont exprimées en mesure anglaise et qu'en guise de modèle bâti, l'auteur renvoie aux portes et fenêtres du palais de justice édifié à Québec par son père, François Baillarger, entre 1799 et 1804. Or, ce qui est significatif est que toute cette section des notes est reprise par Demers dans le précis aux articles 315 à 320 dans une sous-section intitulée « De quelques croisées en usage au Canada dans les bâtiments d'habitation et dans les édifices sacrés ». La dépendance de Demers à Baillarger s'observe par exemple dans la formulation de l'article 316. Dans le cahier de notes, on peut lire « Si l'appui était avec renvoi d'eau en pierre, il ne faudrait point alors de tablette, alors on pourrait diminuer les différentes hauteurs de 1 pouce. » Demers reformule le passage de la façon suivante. Si l'appui était avec renvoi d'eau en pierre de taille, dans ces différentes croisées, il ne serait pas nécessaire alors de mettre des tablettes en dehors et
on pourrait diminuer la hauteur d'1 pouce. Donc, il y a une filiation très directe. La référence au palais de justice et indirectement à François Baillarger, son architecte, permet aussi de sentir le rôle clé de ce dernier dans l'acquisition précoce par son fils des connaissances touchant les 5 ordres d'architecture et leurs proportions. Car c'est bien son père et uniquement par lui que Thomas Baillarger a pu être initié à l'architecture classique avant même sa lecture de Blondel. En effet, né en 1759, c'est à Paris, à l'Académie royale, que François Baillarger étudie la sculpture entre 1778 et 1781 en tant qu'élève protégé. Il y reçoit une formation théorique et pratique en se joignant à l'atelier de Jean-Baptiste Stouff. Les informations sur ce séjour montrent que Baillarger père acquiert à Paris des compétences savantes en architecture par le truchement d'une tradition pédagogique instaurée par Blondel depuis le milieu du siècle, c'est-à-dire par la visite commentée des monuments. Ainsi, en 1780, il visite l'église Sainte-Geneviève, dont il étudie l'entassis des colonnes. Je cite, « Mais dans août, jeune architecte y étant avec moi, il me dit qu'elles étaient plus grosses depuis le second tiers en montant à l'astragale que vers leur base. Que l'architecte avait fait faire un modèle en bois de la même grandeur sur lequel il avait fait divers traits jusqu'à ce qu'il eût trouvé une forme gracieuse. » Fin de citation. La facilité, les dispositions de Thomas Baillarger pour les proportions et tout le système de relations abstraites qui leur est inhérent sont redevables vraisemblablement au fait d'avoir baigné jeune dans les souvenirs de cette formation académique. Donc, une fois reconnue la dépendance de Demers envers les notes de Baillarger, de nombreux autres parallèles pourraient être soulignés. Mais allons droit au but. L'interprétation que nous proposons, suivant laquelle, conformément à la biographie familiale de Georges-Frédéric Baillarger, c'est bel et bien Thomas qui aurait eu l'idée du précis, qui en aurait tracé ou déterminé le plan et initié la rédaction dès 1821. Cette interprétation permet d'intégrer une autre série de données jusqu'ici difficilement réconciliables avec le scénario établi qui attribuait à Demers l'entière paternité du texte. Il s'agit du fait qu'avant 1828, Demers n'a jamais démontré d'intérêt particulier pour le beau architectural. Bien plus, dans les diverses interventions qu'on lui connaît liées de près ou de loin à un projet de construction, et elles sont nombreuses, celles-ci portent toujours sur des enjeux constructifs liés à l'usage et à la solidité de l'édifice. Bref, sa conversion au vocabulaire d'architecture semble trop soudaine, trop tardive et trop complète pour ne pas soupçonner qu'elle lui ait été, pour ainsi dire, soufflée à l'oreille par Thomas Baillarger. Soulignons d'abord qu'à Saint-Joachim, ici, l'intervention de Demers sur le décor en 1816 ne concerne véritablement que l'iconographie, ce que je propose dans un article publié il y a quelques années. En 1825, à l'église Sainte-Claire de Dorchester, aussi près de Québec, un plan très sec est tracé par Demers, tandis que les propositions pour les clochers sont présentées avec un dessin soigné, rehaussé de la vie, de la main de Baillarger. Et au séminaire de Nicolette, en 1827, on voit que le tracé général de l'élévation et le décor architectural, le fronton, le clocher, le portail principal, sont dessinés avec des techniques bien différentes et probablement par des mains différentes. Demers en premier pour le cadre général et Baillarger ensuite pour le décor. Cette division des responsabilités ne se limite pas à l'élévation du corps central. Le reste de l'archive laisse voir qu'ailleurs dans l'édifice, Demers a conçu les plans des fondations et pensé la distribution des caves et des étages, tandis que Baillarger limite délibérément ses interventions aux seuls accents architecturaux. L'élévation doublement ordonnancée de la chapelle, le décor de pierre d'une porte latérale dite porte de Saint-Bernard en haut à droite. Enfin, quitte à questionner la pleine attribution du précis à Demers, nous pouvons aussi évoquer le fait que l'ajout d'un cours d'architecture à l'année de physique du petit séminaire en 1828 est curieux. En fait, rien n'indique qu'il manquait de matière de base au programme de sciences cette année-là pour justifier l'addition d'un contenu architectural. Au contraire, 5 ans après la rédaction du précis, Demers abandonne la réécriture d'une 4e version du cours de physique, tant l'avancée des connaissances lui semble insurmontable.
En 1834, il abandonne tout simplement cet enseignement qui est pris en charge par 3 jeunes professeurs, chacun responsable d'une seule matière et dont l'architecture semble avoir été exclue. La physique et les mathématiques étaient enseignées biannuellement au petit séminaire, en rotation avec les cours de morale, de métaphysique et de logique. Demers n'aura donc donné son cours d'architecture que 3 fois, soit en 1828, 1830 et en 1832. À partir de cette date et jusqu'à sa mort en 1853, Demers n'enseignera plus que la métaphysique et la théologie. Il faut dire que depuis 1830, Baillarger était devenu l'architecte officiel du diocèse de Québec, rendant en quelque sorte inutiles les finalités de ce cours, son idéateur principal assurant désormais directement l'application des principes énoncés dans les projets architecturaux. Voilà, merci.